est heureux à plusieurs titres, évidemment. D'abord de nous retrouver ici, à Sontexpo, pour cette nouvelle édition dans la grande maison de l'hospitalisation et de recevoir sur le plateau de FHP Direct Benoît Elbode. Vous êtes le directeur général, le jeune directeur général, je peux dire le jeune directeur général? Je ne suis pas le plus... Il y en a eu des plus jeunes. Voilà, de l'agence régionale de santé du Grand Ouest. Aquitaine, comment s'appelle-t-elle votre agence? Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Parce que effectivement, Nouvelle-Aquitaine, parce que elle est immense, probablement une des plus grandes agences régionales de santé de France, non? La région Nouvelle-Aquitaine, c'est la région en taille la plus grande. En population, non. On a d'abord l'Île-de-France à 12 millions d'habitants, après Rhône-Alpes-Auvergne à 8 millions d'habitants et Nouvelle-Aquitaine à 6 millions. Alors en taille, on est les plus grands, c'est pas vrai. Il y en a un plus grand, c'est la Guyane. Mais bon, il y a beaucoup de forêts amazoniennes, alors ça compte un peu moins. D'accord. Et vous êtes le directeur général de cette agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine depuis un an à peu près. Exactement, un peu plus d'un an. Vous avez un profil original. Vous êtes médecin de santé publique. Médecin de santé publique. On est 4 médecins, directeur général d'ARS, donc c'est pas un profil si original que ça. Je suis peut-être le seul qui a la spécialité de santé publique, en effet. Vous nous donnez l'impression que vous cochez plusieurs des cases pour être un directeur général d'agence régionale de santé. Alors si effectivement tous ne sont pas médecins comme vous êtes un vrai spécialiste de santé publique. Alors, je suis un spécialiste de santé publique et aussi un spécialiste des ARS, puisque j'ai intégré les ARS à leur création en 2010. J'y suis en tout dans ma carrière. Je ne les ai jamais quittés, sauf pendant 2 ans et demi. Donc j'ai fait 8 à 9 ans de carrière dans les agences régionales de santé. Donc c'est vrai, médecin de santé publique, spécialiste de santé publique et un peu spécialiste des ARS. Pour être directeur d'une agence d'une agence régionale de santé, faut-il, alors c'est la première question, faut-il être un spécialiste de santé publique? Mais d'une manière plus générale, mon idée c'est, est-ce que les agences régionales de santé font vraiment de la santé publique? Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est le cœur de métier, la santé publique des agences régionales de santé. Elles sont là pour faire de la santé publique, c'est gérer le système de santé. C'est-à-dire, moi j'ai tendance à dire avec mes amis médecins de terrain, je leur dis, vous savez, vous soignez les gens et nous on s'occupe du reste. C'est-à-dire de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qu'il y a derrière, le financement, le fonctionnement, les organisations, le côté juridique, pour que le système de santé puisse fonctionner et que les soignants sur le terrain puissent correctement s'occuper des patients de manière coordonnée, de manière financée et de manière organisée. Vous arrivez à les convaincre? Il faudrait leur demander, ils pourront vous le dire, mais je pense que, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, on a des très bonnes relations avec les représentants des acteurs, que ce soit les URPS, les fédérations hospitalières, publiques ou privées, ou de plus en plus avec les élus locaux aussi, avec lesquels on travaille beaucoup. Donc écoutez, pour l'instant, ils ne s'en plaignent pas trop. Alors après, c'est vrai que le système a ses problèmes, a ses défaillances, on ne peut pas tout régler, on n'est pas des magiciens, mais on essaye de le faire intelligemment et avec les acteurs. On a en général le sentiment quand même que les agences régionales de santé s'occupent beaucoup des établissements, donc de l'hôpital évidemment, mais également des cliniques, des établissements à but non lucratif, enfin de l'hospitalisation d'une manière générale et peut-être moins de la médecine ou des soignants sur le terrain. C'est une... Alors ça change, le diagnostic. Ça change de plus en plus. En fait, c'est pas obligatoirement par la volonté de moins s'en occuper, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, quand on interroge les Français, la première problématique que les Français mettent en avant, c'est l'accès au premier recours, c'est l'accès aux médecins généralistes. Donc c'est vraiment le cœur des préoccupations des Français, quand je mets de côté bien sûr le Covid, c'est l'accès aux médecins traitants. Alors si jusqu'ici les ARS s'en occupaient peut-être un peu moins, c'est qu'on avait un peu moins d'outils, un peu moins de leviers. Maintenant, on en a de plus en plus. On a les maisons de santé pluridisciplinaires, on a les communautés professionnelles territoriales de santé, les équipes de soins primaires, tout un tas de dispositifs qui nous permettent de travailler avec le premier recours. On va mettre en place le service d'accès aux soins, on a la permanence des soins ambulatoires. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de répartition des tâches parce que le premier recours travaille aussi énormément au niveau national avec l'assurance maladie autour de l'outil qui est le plus important pour eux que vous connaissez, qui est la négociation conventionnelle, qui est nationale. Donc les ARS, nous, on n'a pas cette compétence et qui négocie entre les professionnels de santé de ville et l'assurance maladie leurs tarifs et les conditions de leur rémunération et donc des objectifs qui sont liés en fonction de ces rémunérations. Alors vous avez l'impression que depuis 10 ans, parce que les agences régionales de santé, ça a 10 ans, quasiment presque jour pour jour, c'était la loi Hôpital, Passion, Santé et Territoire de Bachelot.
Alors, elle a été créée par la ministre Bachelot, aujourd'hui à la culture, et elle est évidemment très, très observée, enfin, ce fonctionnement, voire discuté, voire contesté. Quel est votre sentiment sur les capacités qu'ont eues les agences régionales de santé de finalement remplir les défis qui lui étaient attribués? Alors écoutez, c'est compliqué parce qu'en étant directeur général d'une ARS, je ne suis pas la personne la plus objective pour avoir un avis sur les ARS. Faites un effort. Alors je vais faire un effort pour vous, mais juste pour vous. Moi, ce que je peux voir, c'est quand je discute, encore une fois, avec les élus, avec les médias, avec les acteurs, avec les représentants de la population, je peux essayer de voir leur ressenti vis-à-vis des ARS. Et celui-ci, tout au long de la crise, a été fluctuant. Première étape, au début, clairement, on ne nous connaissait pas bien. Les gens n'avaient pas identifié ce qu'était une ARS. Après arrive la crise, et là, il y a eu en effet des critiques sur les ARS en disant vous n'avez pas anticipé la crise. Bon, c'est compliqué parce que la crise, c'est quoi? La crise, c'est quand il se passe quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Donc ne pas anticiper une crise, ça arrive à tout le monde. Donc au début, on était critiqués. Puis après, finalement, les gens ont pu voir notre action. Ils ont pu voir notamment que par l'intermédiaire des ARS et le gouvernement français, on s'en sortait pas mal par rapport aux autres pays, notamment sur la vaccination. Et donc, il y a eu une remontée de bienveillance vers les ARS. Et aujourd'hui, on est beaucoup moins critiqués, et par les élus, et par la population. Les gens nous connaissent et voient que tout compte fait, le travail qu'on a fait, il n'est pas si mal, encore une fois, quand on se compare à d'autres pays. Oui, quand on se regarde, on se désespère. Quand on se compare, on se rassure. C'est ça, Benoît Elbonne. Oui, alors, ne vous réjouissez peut-être pas trop vite. Il y a bientôt une élection présidentielle. Et à mon avis, la machine à claques va repartir. Ça, c'est le jeu. D'accord. Pour autant, il y a eu un rapport. Nous recevrons les auteurs de ce rapport parlementaire, Jean-Carl Grelier notamment et Madame Firmin Lebaudot, qui ont fait un rapport sur les agences régionales de santé. Bon, on ne va pas ici le commenter, mais votre sentiment, effectivement. Et ma question, est-ce que vous avez... Alors oui, je dis d'abord qu'ils ne critiquent pas réellement le principe même des agences régionales de santé. Mais enfin, il y a quand même des points à améliorer. Mais je reviens sur les outils dont vous avez parlé. Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez les outils à votre disposition pour à la fois agir sur les établissements, ici on est dans la grande maison des hôpitaux et des cliniques, je le disais, mais également sur la médecine de ville. Est-ce que vous avez vraiment les éléments d'analyse et d'action? Ça, je pense, c'est moins une question technique qu'une question de mentalité et de philosophie. Il y a des gens qui n'ont jamais les moyens de rien faire et qui, à chaque fois, mettent sur des causes extérieures les problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Ça n'est pas ma mentalité. Je pense qu'aujourd'hui, si on se servait déjà de tous les outils qu'on avait, le mieux possible sur le territoire, déjà on ferait un grand pas. Donc moi, ma mentalité, je ne réponds pas techniquement à votre question, mais ma mentalité, c'est qu'on a largement assez d'outils, qu'aujourd'hui on n'exploite pas assez et qu'on peut plus exploiter pour essayer de répondre aux besoins sur les territoires et d'améliorer la situation. Et enfin, les outils, c'est quand même de l'argent, les fonds qui sont à votre main. On parle de fonds régionaux. Ça, vous ne les avez pas ou vous les avez insuffisamment ou vous en avez suffisamment? Alors, ça dépend pourquoi, évidemment. Alors, ça dépend. Nos missions, par exemple, c'est sûr qu'aujourd'hui, vous avez un débat sur l'argent qu'on donne à l'hôpital public, sur la tarification de l'hôpital public. Donc ça ne se gère pas au niveau des agences régionales de santé. C'est en cours de vote avec la loi de financement de sécurité sociale et après la fixation des tarifs. Mais pour les missions que l'on doit, nous, financer en ARS, moi, je considère qu'on a des marges de manœuvre. On n'a peut-être pas autant qu'on voudrait, mais on a des marges de manœuvre et on a tous les outils juridiques. Et notamment, vous savez, il y a un outil qu'on oublie et qui marche souvent très bien. Pour résoudre un problème, parfois il suffit de mettre les gens autour d'une table, de les faire discuter et ils trouvent le problème eux-mêmes. Vous savez, souvent quand l'administration s'en mêle, c'est pas toujours comme ça que ça marche le mieux. Des fois, juste mettre les acteurs entre eux, dire vous avez un problème, ce problème il est commun, essayez de le résoudre entre vous, et nous on arrive en accompagnement, on arrive pour essayer de les aider financièrement, juridiquement, et souvent les problèmes peuvent se résoudre comme ça. Donc ça c'est vraiment une mission que l'on a, l'animation territoriale, mettre autour d'une table les gens pour discuter, et c'est souvent plus efficace qu'on ne le pense. Alors le rapport dont je parlais mettait en évidence à la fois évidemment le sanitaire, mais également le médico-social, en disant qu'il y a une grande faiblesse. Et pourtant, j'avais un petit peu le souvenir, nous sommes ici entre spécialistes,
de la chose médicale et de santé, que dans votre région, il y avait eu un gros travail sur le médico-social, mais finalement, les rapporteurs nous disent que c'est là où ça manque, où il y a des manques importants, notamment dans le rôle des agences régionales de santé. C'est votre sentiment? Alors, encore une fois, il y a une distinction entre est-ce que le système se porte bien? Et là, on peut dire, est-ce que vous me dites, est-ce que l'hôpital se porte bien? Est-ce que le premier recours se porte bien? Est-ce que le médico-social se porte bien? Sur ces trois, est-ce que la prévention se porte bien? Sur chacun des secteurs de la santé, je peux vous répondre, ça peut aller mieux. Après, il y a une deuxième question qui est dit, est-ce que les ARS font assez? Est-ce que les ARS s'y investissent assez? Eh bien, on s'y investit en tout cas de plus en plus. Le rapport met en évidence un certain nombre de problèmes. Et il n'a pas tort, hein. Par exemple, c'est vrai que dans les ARS, peut-être qu'on n'a pas assez souvent travaillé avec les élus locaux. On le fait, hein, on fait des contrats locaux de santé, on travaille avec les communautés, avec les départements, justement sur le médico-social. Mais peut-être qu'il faut aller un peu plus loin là-dessus. Enfin, le rapport dit beaucoup plus loin. Enfin, il dit que le centre, la grande ville de la région, bon, a été servi, mais vraiment dans les départements, dans les territoires, il y a beaucoup à améliorer, c'est ce que dit le rapport, pour faire court. C'est un peu votre sentiment aussi? Encore une fois, on a aujourd'hui en France globalement un problème, alors qui se résout après avec le Covid, parce que vous avez vu, les gens reviennent un peu à la campagne. C'est-à-dire ce côté aspiration des grandes villes, qui aspirent les professionnels, les services publics, les entreprises, les emplois, et qui fait du mal à la santé. Vous savez que le premier problème, quand vous interrogez des jeunes médecins, hein, savoir pourquoi ils ne vont pas s'installer dans un territoire, la première cause qui revient, c'est l'emploi du conjoint. Donc rien à voir avec le système de santé. Donc aujourd'hui, on voit que les territoires, et vous avez vu avec la crise des Gilets jaunes, les territoires se sont sentis un peu malmenés sur un certain nombre de politiques publiques, la santé comme le reste. Et c'est vrai qu'il faut aujourd'hui faire plus d'efforts en politique publique vers ces territoires et à tous les niveaux. Parce que c'est avec des politiques publiques dans tous les domaines cohérentes qu'on va réussir à résoudre le problème. C'est ce à quoi le gouvernement s'est attaché, notamment avec une réforme annoncée par le président de la République sur les petites villes de demain et qui permet d'identifier dans chaque région des petites villes autour desquelles l'ensemble des services de l'État vont se coordonner pour essayer de faire ce qu'elles seront et ce qu'elles sont des petites villes de demain et essayer de faire vivre nos territoires. On va terminer, Benoît Elbode, sur la situation épidémique qui nous inquiète, enfin qui inquiète depuis 2 ans, vous me direz. Alors, dans votre région, au départ, ça partait bien, puis après, il y a eu vraiment une deuxième ou troisième vague dure, me semble-t-il. Quelle est la situation aujourd'hui? Et est-ce que vous avez les éléments d'analyse, de suivi? Alors aujourd'hui, dans notre région, alors comme partout en France, on est soumis à plusieurs problèmes différents. Le Covid qui repart ou qui va repartir, parce que dans notre région sur le Covid, notre région a toujours été à peu près dans les mêmes situations, c'est-à-dire qu'on a toujours suivi la tendance nationale, mais avec un petit temps de retard. Donc, où certains disent un petit temps d'avance, au sens où on était moins touchés, puisque l'épidémie, les vagues arrivaient un peu après. Donc sur le Covid, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on voit qu'aujourd'hui, sur la vague qui arrive avec, vous savez, les personnes de plus de 65 ans qui n'ont pas encore fait leur 3e dose et qui perdent un peu en immunité, donc ça peut recréer des hospitalisations. Alors on espère que les gens vont vraiment se faire vacciner. Aujourd'hui, dans la région, on a à peu près un tiers des personnes éligibles qui ont fait leur 3e dose, il en manque quand même 2 tiers, c'est pas rien, donc on espère que cette campagne va se relancer. Mais à côté de ça, on a aussi toutes les autres épidémies hivernales qui sont beaucoup plus méchantes cette année parce que les gens n'ont pas attrapé ces virus l'année dernière, ils ont moins d'immunité et donc on a toutes ces épidémies hivernales et notamment la bronchiolite pour les enfants qui créent une tension hospitalière. Et tout ça vient se mettre sur une situation où l'hôpital et la ville sont déjà fragilisés de fait de 2 ans où les professionnels de santé ont été mobilisés de manière intense. Donc un système de santé fragilisé, des vagues épidémiques et pas que le Covid, ça crée la tension que nous connaissons aujourd'hui. C'est une région qui vous paraît très dynamique, la vôtre? Alors, avec des différences quand même. Chaque directeur général d'ARS vous dira que sa région est dynamique. On va dire, souvent on dit de la Nouvelle-Aquitaine que c'est une petite France. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a toute la situation que l'on voit en France. On a des villes côtières très dynamiques, très attractives. On a la montagne, on a la campagne, on a des grandes métropoles. Donc on voit à peu près toutes les situations en Nouvelle-Aquitaine, comme on peut voir tous les types de situations en France. On sait surtout, si on a un peu d'histoire, qu'il y avait des Girondins et des Jacobins. Alors finalement, il faudrait avoir plus de pouvoir
peut-être dans les régions, ou peut-être laisser les choses comme elles sont, un pouvoir centralisé avec les agences? Moi, j'ai une chance. C'est une question assez politique. Je ne sais pas si le ministre nous suit. J'ai une chance. Et sur cette question, en tant que représentant de l'État, je n'ai pas d'avis à avoir. Puisque moi, en tant que représentant de l'État et pilote d'une administration, ma vocation, c'est de suivre ce que me dit le gouvernement, ce que me disent les élus, et c'est eux qui décident. Si les élus de la République et le peuple décident qu'il faut plus décentraliser, eh bien, ils décentraliseront et on mettra en œuvre cette réforme. À vrai dire, Benoît Elbode, je croyais interroger aussi le syndicaliste, ancien président de l'ISNI. Bon, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Je voulais me rajeunir un peu. Merci en tout cas d'avoir été notre premier invité de cette nouvelle édition de Sontexpo, et nous sommes très heureux de vous avoir accueilli sur le plateau de FHP Direct. Merci à Benoît vous. Elbode.